Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Et le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité. Merci surtout de l'intérêt. Nous allons parler sécurité ce matin et dans le contexte actuel, vous en avez une idée. Et pour commenter l'actualité, justement, c'est un spécialiste en sécurité, professeur d'université. James Boyard est avec nous à Delma 52. Merci, professeur, et bienvenue à Métropole. Bonjour Wendell, et merci pour l'invitation. Bonjour Radio et Télémétropole. Vous êtes au courant de tout ce qui se passe à Port-au-Prince aujourd'hui, dans un contexte particulier où l'armée d'Haïti, si on peut l'appeler ainsi, vient d'être remobilisée, si on peut le dire. Nous avons une force de police de plus d'une vingtaine d'années d'existence. On compte environ près de 15 agents de l'ordre. Environ 400 soldats sont maintenant aux ordres d'un haut état-major. Dans le contexte actuel, James Boyard, est-ce qu'il y a un choix que la société haïtienne devrait faire entre la police et l'armée? Bon, ou si vous préférez, entre la police et l'armée, quel choix à faire? Ou encore, qui peut répondre aux besoins de sécurité? Encore, le choix peut être complémentaire et entre les deux. Alors, je vais répondre pour dire d'abord, comment déterminer l'opportunité de créer telle force de sécurité plutôt que telle autre force de sécurité? Il faut d'abord se mettre en tête qu'on crée les forces publiques. On adopte une politique de sécurité publique en mettant en avant d'abord les questions de menaces auxquelles fait face le pays. Donc on doit se poser la question d'abord en termes de menaces ou de la catégorie de menaces de sécurité auxquelles est exposé le pays. Quelles sont les menaces de sécurité auxquelles le pays fait face actuellement? Moi je dirais que Haïti fait face à 4 catégories de menaces de sécurité. Il y a les menaces criminelles, on parlera de la sécurité publique. Il y a également des menaces dans le sens que l'État, les institutions politiques sont exposées à des risques. Dans le sens que l'ordre constitutionnel est exposé à des menaces. Donc dans ce cas, on parlera de menaces de sécurité nationale. Mais également, la société haïtienne et la population civile haïtienne fait face également à des menaces de sécurité humaine. Pas seulement criminelles, mais des menaces de sécurité humaine qui regroupent l'ensemble des phénomènes non criminels qui peuvent affecter le bien-être, la vie du citoyen. Par exemple, aujourd'hui, alors qu'on parle prioritairement de la question de la gangstérisation, de la question de la violence urbaine et à travers certaines parties du territoire, on oublie assez souvent que la première menace de sécurité à laquelle est exposé le citoyen haïtien, c'est les accidents de la circulation. Vous voyez? Oui. C'est l'insécurité routière. Donc on doit adresser également des politiques pouvant justement combattre, limiter l'insécurité routière, les accidents de la circulation. Mais il y a une 4e menace de sécurité qui, de plus en plus, caractérise la société haïtienne, de plus en plus, mais qui est moins connue au niveau des politiques, au niveau des débats publics. C'est les menaces de sécurité sociétale. Je dis bien les menaces de sécurité sociétale, je ne parle pas de menaces de sécurité sociale. C'est une autre question. Les menaces de sécurité sociétale, ça regroupe quoi? C'est tous les phénomènes de mode étrangers, tous les discours, les idéologies étrangères qui sont dangereuses ou pernicieuses,
qui sont développés au niveau de la société haïtienne, qui peuvent affecter l'identité même de la société haïtienne, l'identité politique de la société haïtienne, mais également les valeurs qui peuvent remettre en question les valeurs haïtiennes. Nous avons des exemples. Le développement des programmes de Kawash, les fameux Kawash Party, par exemple. Mais il n'y a pas que les Kawash Party. Non, mais est-ce que ça existait ailleurs déjà, non? Le Kawash Party? Mais c'est des phénomènes de mode importés, venant de l'étranger. Mais vous voyez que la façon dont ce phénomène se développe en Haïti, ça a un impact négatif sur les valeurs haïtiennes, sur l'identité haïtienne. Mais il n'y a pas que ça, il y a plusieurs exemples. C'est facile maintenant, aujourd'hui. Ouais, sur le plan vestimentaire aussi, donc ça c'est... Tout ça. Mais aujourd'hui, il est très facile pour n'importe qui de s'autoproclamer, par exemple, pasteur, ou encore, il y a un autre nom, ou prophète, par exemple. Vous imaginez? Et qui développent des discours, des idéologies, ils viennent avec une forme d'évangile qui n'existe nulle part ailleurs. Et c'est des choses qui peuvent affecter les valeurs et qui affectent les valeurs haïtiennes, qui affectent les comportements du citoyen haïtien, des adeptes qui fréquentent ces églises-là. Mais on doit arriver à un certain moment où l'État doit tenir compte de ça et adopter des dispositions pour réprimer ces genres de pratiques. Vous voyez? Parce qu'on a affaire avec une collectivité humaine. Donc on ne peut pas laisser la liberté à n'importe qui d'influencer dans le mauvais sens la conscience collective d'une partie de la population. Mais le simple citoyen aujourd'hui ne va pas considérer ces pratiques-là comme une menace de sécurité sociétale. Justement, je suis d'accord. Et c'est bien dommage. C'est à l'État que revient la responsabilité d'identifier tel phénomène, tel fait social comme étant une menace de sécurité et de faire en sorte de diffuser ça, de sensibiliser la population à ce que la population comprend justement la nécessité de se protéger par rapport à ces genres de menaces. Maintenant, et si l'on revient sur les différentes menaces, les 4 menaces fondamentales pour vous répéter. Sécurité nationale, menace de sécurité nationale, menace de sécurité publique, menace de sécurité humaine et menace de sécurité sociétale. OK. Mais maintenant, voyons pour la menace de sécurité nationale. Donc là, on voit défense. Voilà. On voit défense, on voit menace externe. Tout à fait. Si on se met d'accord que Haïti fait face à l'ensemble de ces 4 catégories de menaces, donc je dirais qu'il y a la place en Haïti, dans la société haïtienne, pour la police et pour l'armée. Mais la mission de l'armée sera justement de protéger le pays, de protéger le territoire. Contre les agressions extérieures. Contre les agressions extérieures, parce que l'armée, la fonction ou la doctrine d'emploi de l'armée, c'est justement de protéger l'intégrité du territoire. Peut-être que vous allez en rire. Et d'abord, on se pose la question, à part la République dominicaine, on peut se poser la question, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que nous sommes en proie à des menaces? Ça, c'est un aspect. Des menaces extérieures, de sécurité nationale. De sécurité nationale. Oui, c'est une très belle question. Mais maintenant, si l'on parle de l'importation des pratiques culturelles, des mœurs et autres, est-ce que c'est l'armée qui peut répondre? Non, c'est pas l'armée. Ça, c'est l'État. C'est d'autres forces publiques et autres que la police. Où il y a également ce qu'on appelle la police sociale. OK. Maintenant, voyons pour la défense. Est-ce qu'aujourd'hui, l'armée est une nécessité? Est-ce qu'il y a des menaces réelles qui planent sur Haïti? D'abord, je répondrai. Je dirais, Wendell, je vais rappeler que c'est vrai que et depuis le retour à l'ordre constitutionnel en 1991, les autorités gouvernementales... 94. Ah oui, 94, je dirais. C'est la crise, je parle de la crise de 94. Depuis le retour à l'ordre constitutionnel en 1994, et les autorités gouvernementales de l'époque, ainsi bien que l'opinion publique haïtienne, n'était pas favorable, ou du moins c'était favorable à la destitution des forces armées haïtiennes. À un point que ça paraîtrait être une décision non seulement nécessaire, mais inévitable. C'est pourquoi on en est arrivé là.
Mais depuis le milieu des années 2000, depuis 2005, il y a un retour de l'opinion publique sur la nécessité du rétablissement des forces armées. D'accord? J'étais parmi le premier universitaire à affronter le courant ou encore l'opinion publique de l'époque, parce que j'étais le premier à publier un article dans le journal Le Nouvelliste, dont le titre était « Pour le rétablissement de l'ordre militaire ». Et l'article date de 2001. Alors qu'on va assister à un retour de l'opinion publique qu'à partir de 2005. Donc j'étais le premier à affronter l'opinion publique pour insister sur la nécessité du rétablissement de l'ordre militaire. Mais j'avais pris le soin de préciser, lorsque je parle du rétablissement de l'ordre militaire, donc des forces armées, j'avais pris le soin de préciser, de mettre l'accent sur la doctrine d'emploi ou la nouvelle doctrine d'emploi des forces armées haïtiennes. Maintenant, si vous me posez la question, est-ce qu'il y a une nécessité de revenir avec l'armée d'Haïti? Eh bien, moi, je vous dirais que oui, il y a une grande nécessité de revenir avec les forces armées d'Haïti. La question ne doit même pas être débattue. Donc, ça, la question qu'on doit débattre, c'est la doctrine d'emploi. C'est revenir avec les forces armées d'Haïti, pour quoi faire? Pour quelle mission? C'est là que mes propos, j'ai eu des propos plus nuancés par rapport à d'autres anciens officiers, d'autres militaires ou d'autres adeptes des forces armées haïtiennes qui vont intervenir à la suite sur la question de l'armée, du rétablissement de l'armée. Pourquoi? Parce que moi, je ne partage pas et c'est cette opinion qui est malheureusement dominante au sein de notre société, qui veut présenter l'armée, le retour de l'armée, juste pour soutenir les opérations, pour soutenir les forces de police. C'est-à-dire qu'on va revenir avec l'armée pour que l'armée opère des missions de police sur le territoire haïtien. Comme c'était le cas avant. C'est un danger. C'est un danger. Le problème, c'est que même avec l'usure du temps, les autorités haïtiennes ou l'opinion publique haïtienne n'a pas évolué sur la question de la doctrine et de l'armée, alors que la doctrine militaire a évolué. La doctrine militaire de ce continent, de ce sous-continent latino-américain. Vous voyez que... Dans quel sens ça a évolué? Parce que, écoutez, on est parti de la doctrine militaire, une doctrine patrimonialiste. C'est la première doctrine militaire haïtienne, une doctrine patrimonialiste. Où, puisque c'est l'armée qui était à la base même de la création de l'État, c'est les forces indigènes qui ont combattu les Français et qui ont fondé cette nation. Donc il revenait justement aux responsables militaires, au premier responsable militaire haïtien, de prendre la tête du pays et d'occuper tous les artères justement du pouvoir. Et de plus que c'était un peu normal que ces responsables militaires se partageaient les ressources du pays, notamment les ressources foncières. Ça, c'est la doctrine patrimonialiste. Après, on a connu la doctrine prétorienne, où maintenant l'armée accepte de donner le pouvoir à des gouvernements civils, mais des gouvernements civils à la solde de l'armée. Donc c'est un retrait, mais c'est un petit retrait du pouvoir politique. Un retrait stratégique. L'armée reste dans l'ombre, mais l'armée protège justement ce gouvernement qui est à sa solde. Sinon, coup d'État. Voilà, c'est la doctrine prétorienne. Maintenant, on a connu aussi la doctrine de gardienne de l'ordre social. Maintenant, qui permet à l'armée d'intervenir de plein droit dans la politique, dans l'ordre politique interne du pays, afin de procéder à des opérations de police. L'armée avait la responsabilité de déterminer quelles sont les menaces à l'ordre social haïtien. Et le plus souvent, la première menace identifiée par l'armée à l'ordre social haïtien, c'était la menace communiste. C'était les associations d'obédience socialiste. Vous voyez? Voilà pourquoi que... C'est une armée qui était surtout à la solde des Américains. Des Américains. De toute manière, écoutez, cette doctrine-là a pris naissance à partir de
du traité de septembre 1915, au temps de l'occupation américaine. C'est l'article 10 de ce traité de 1915 et l'article 4 du traité d'août 1916, justement, qui a introduit cette doctrine en Haïti. Doctrine qui donne cette compétence de police aux forces armées haïtiennes. Maintenant, depuis la fin des années 70, les Américains, les Européens, des organisations internationales, les Nations Unies, notamment l'OEA, et également l'école qu'on appelle le Collège interaméricain de défense, a développé une nouvelle doctrine, c'est la doctrine professionnelle ou encore la doctrine démocratique. Et qui a permis justement de sauver les principales forces armées des États latino-américains qui étaient réputés être des armées sanguinaires. Bon, pourquoi on n'a pas pu sauver l'armée haïtienne alors qu'on a pu sauver l'armée brésilienne qui était l'armée la plus sanguinaire de la région, l'armée d'Argentine, l'armée chilienne. Pourquoi on n'a pas pu sauver l'armée d'Haïti? Parce que à l'époque où on a fondé le Collège interaméricain de défense, où on faisait l'obligation à des responsables militaires de ces pays de venir et se former à cette nouvelle doctrine au sein du collège, eh bien, ce collège n'a jamais reçu des responsables militaires haïtiens. Je suis parmi des responsables militaires et des responsables politiques, ou encore des universitaires. D'accord? Je suis parmi les premiers Haïtiens à fréquenter le Collège interaméricain de défense à titre d'universitaire. Vous voyez? Donc, moi, je suis bien imbu du sens de cette doctrine. Mais j'ai noté aussi, professeur, un point que vous avez évoqué, c'est la question des doctrines qui ont évolué. Maintenant, si l'on parle des différentes missions qui ont évolué à travers le temps, et que cela ne nous empêcherait pas, par exemple, de voir la question de la défense. Pendant longtemps, on parlait, par exemple, des effectifs de l'armée qui étaient à environ 6-7 000, avant d'être réduits à 5 000. À 5 000 et même à 1 500 au moment de sa dissolution. Mais même quand l'armée était à 6 000, 7 000 hommes, on était toujours inférieur en termes de chiffres par rapport à l'armée dominicaine, notre voisin immédiat, notre voisin réel, qui avait une armée dont les effectifs étaient de 80 000 hommes. Ouais. Peut-être ça a dû évoluer à travers le temps. Oui, évidemment, ça a évolué. Ça a évolué considérablement en faveur des Dominicains. En faveur des Dominicains. Donc, ces pays-là investissent beaucoup. En fait, ce pays-là investit beaucoup dans l'armée. La République dominicaine accorde de l'importance à l'armée. Et aujourd'hui, est-ce que pour notre armée qui vient d'être remobilisée ou reconduite ou créée, si vous préférez, est-ce que nous pouvons encore parler de défense avec une armée qui, à ses débuts, ne compte que 400, bientôt 500? Remarquez, Wendell, qu'au début, je disais que je suis en faveur du rétablissement des forces armées haïtiennes pour des questions de civisme, de patriotisme, pour des questions d'intérêt politique aussi. Parce que l'armée, c'est une autre expression de la souveraineté nationale. D'accord? C'est bon. Mais cependant, la question qu'on doit se poser, est-ce que on va créer l'armée pour remplir des missions de défense, alors qu'on sait que les missions de défense sont tournées vers l'extérieur, alors qu'on sait qu'on va déterminer une politique de défense en fonction des objectifs que l'État s'est fixé, l'État haïtien s'est fixé dans le système international. On va déterminer notre politique de défense en fonction de nos intérêts nationaux. Donc, on ne peut pas avoir une politique de défense sans... déployer l'armée à la frontière ou aux frontières, port, aéroport et terrestre. Non, d'abord, ce que je veux dire... Pourquoi on n'accorde pas priorité? Mais, alors, le point, Wendell, sur lequel je veux insister, c'est que,
On ne peut pas mobiliser une armée sans déterminer à l'avance nos intérêts nationaux. Parce que ce sont ces intérêts nationaux que l'armée doit défendre. D'abord. Quels sont les intérêts nationaux? Aucun parti politique, aucun citoyen haïtien n'arrive à s'entendre aujourd'hui sur ce qui est l'intérêt national. Et ce n'est pas étonnant qu'il n'arrive pas à s'entendre sur ce qui est l'intérêt national, tout simplement parce que pour définir l'intérêt national, on doit d'abord définir l'identité nationale. On a un problème, un sérieux problème d'identité nationale, ce que les Dominicains n'ont pas. Les Dominicains ont arrivé à fonder leur identité nationale, certainement par opposition à Haïti, d'accord, à travers un discours sur le soi, ce qui sont les Dominicains, et sur l'autre, c'est l'Haïtien, vous voyez? Donc, autour de cette identité nationale, ils se regroupent, ils créent un consensus, d'accord, un objectif commun, et depuis des décennies, ils se regroupent pour aller vers cet objectif commun. Et par rapport à cet objectif commun, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de division. Et nous devons d'abord nous mettre ensemble pour définir la vraie mission de l'armée si on veut qu'elle soit utile. Oui, on doit définir la doctrine d'emploi de l'armée. Parce qu'on ne peut pas revenir avec l'ancienne doctrine. Parce que, écoutez, c'est pour cela, c'est pas étonnant que des ambassades étrangères n'étaient pas favorables au retour de l'armée. Parce qu'ils savent certainement que ceux qui portaient le projet de ce rétablissement de l'armée ne partageaient pas la nouvelle doctrine, la doctrine professionnelle, la doctrine démocratique, qui veut que l'armée soit un outil de la politique étrangère et non un outil de la politique interne d'un pays. Maintenant, qui doit définir cette doctrine? Le haut état-major ou est-ce que ce sont des décisions politiques qui doivent être prises? C'est des décisions politiques, c'est le gouvernement civil. Parce que déjà, si on s'inscrit dans le cadre de la doctrine démocratique, eh bien on s'inscrit dans le cadre des relations civilo-militaires où c'est le gouvernement civil qui a la primauté sur les forces armées. Donc il revient au gouvernement civil d'élaborer les politiques de défense. Ce n'est pas à l'armée, ce n'est pas aux généraux d'élaborer les politiques de défense. Parce que dans une politique de défense, on va définir d'abord quoi? On va définir les menaces. Donc vous êtes élu, vous avez une responsabilité en tant que responsable politique, en tant que président, en tant que ministre, en tant que parlementaire, vous avez été élu ou nommé, d'accord? Vous représentez toute une population et vous laissez la liberté à un général de déterminer les menaces. Non, mais pas un général. À des généraux. À des généraux. Non, c'est au gouvernement civil de déterminer les menaces. Ça ne peut pas se faire de façon conjointe? D'abord, c'est le gouvernement civil qui doit prendre l'initiative de déterminer les objectifs du pays à l'extérieur ou dans le système international et les menaces auxquelles ferait face ce pays. Est-ce la preuve. Est-ce que c'est un travail qui... Allez-y. Maintenant, une fois que ces menaces peuvent être soit des menaces réelles ou des menaces perceptuelles. Attention. Et le plus souvent, les menaces à la sécurité du pays ou à la défense du pays, ce sont des menaces perceptuelles le plus souvent. Mais c'est parce que le gouvernement développe un discours de danger, un discours de menace pour chercher et pour retrouver l'adhésion de sa population et développer un ensemble de ressources pour atteindre ces objectifs dans le système international en politique extérieure. Je veux bien comprendre, j'essaie de comprendre, je pense que le public aussi. Mais est-ce qu'il n'y a pas de mission, de petites missions que l'armée devrait commencer à exécuter déjà? Par exemple, le contrôle des frontières pour la lutte contre la contrebande, notamment. Ok, bon, d'accord. Le principe veut que l'armée soit un outil de la politique étrangère et non un outil de la politique interne d'un pays. Ce qui fait que l'armée a pour vocation d'intervenir à l'étranger. Voilà pourquoi que lorsque... Non, c'est pareil dans tous les pays ou pas? C'est pareil pour tous les pays, parce que c'est un principe. Lorsque j'évoquais autrefois, en fait, il y a quelques années, ce principe, eh bien, d'autres gens se disaient, mais non, mais pourquoi en Haïti, on a des armées étrangères en Haïti? Donc l'armée haïtienne peut intervenir sur le territoire haïtien parce qu'on a l'armée du Brésil, l'armée d'Argentine, l'armée du Pakistan. Mais non, ce qu'il présente comme argument, c'est un contre-argument, c'est un argument qui est favorable à ma vision,
à ma doctrine. Parce que justement, l'armée du Brésil n'est pas intervenue au Brésil. Elle est intervenue à l'extérieur, à l'étranger, en Haïti. L'armée d'Argentine, qui est au sein de la MINUSTAH, est intervenue à l'étranger et non pas en Argentine. Voilà pourquoi que l'armée d'Haïti ne peut pas intervenir en Haïti. Il serait souhaitable que l'armée d'Haïti développe une capacité de projection de ses forces vers l'étranger avec le temps. Cependant, il y a des cas d'exception où on permet, qui peuvent justifier la nécessité pour les forces armées d'intervenir dans l'ordre interne. Des cas d'exception. Ce n'est pas une entorse au principe, c'est juste des cas d'exception liés à une situation d'urgence nationale. Et quels sont ces cas d'exception? Eh bien, il y a ce qu'on appelle les missions de défense intérieure du territoire. C'est quoi ce concept de défense intérieure du territoire? Vous voyez, défense qui normalement devrait être tournée vers l'extérieur. Et moi, j'ajoute un qualificatif interne. Défense intérieure du territoire, c'est lorsque, justement, il y a des ennemis de l'État haïtien qui ont par exemple, qui ont profité d'une période de paix pour rentrer en Haïti, sur le territoire haïtien, pour s'implanter sur le territoire haïtien, afin de perpétrer des actes de déstabilisation, des actes de guerre sur le territoire haïtien directement. Eh bien, il revient à l'armée, comme c'est l'armée qui dispose de l'expertise en matière de renseignement de guerre, en matière de renseignement militaire et des moyens logistiques et militaires pour identifier, neutraliser ces ennemis qu'on appelle des ennemis de l'intérieur. Eh bien, l'armée peut accomplir des missions de défense intérieure sur le territoire haïtien. Il y a d'autres cas d'exception lorsque l'armée intervient dans la défense civile. Je ne parle pas de la protection civile, je parle à un autre niveau, de la défense civile. Parce que Haïti fait face à des risques de catastrophes majeures, de catastrophes naturelles. Ça peut être également des catastrophes humaines, par exemple, majeures. Eh bien, on peut recourir à l'armée, justement, pour gérer, par exemple, des flux de déplacement massif de population, des dispositions, des mesures de quarantaine en cas de catastrophe sanitaire, par exemple. On peut compter sur l'armée. Et l'armée pourrait intervenir également dans le cadre des missions de développement, où on peut compter sur l'expertise militaire en matière de génie militaire, d'accord, pour développer des infrastructures rurales, des infrastructures communautaires. Et autrefois, je disais que même la question le projet que le gouvernement portait dès le début de son mandat pour l'agriculture, et ça a un nom. Banane? Non. Le gouvernement étant au pouvoir dans l'Artibonite. Ah, vous parlez de réforme agraire, non? Oui, ça concerne la réforme agraire, ça concerne l'agriculture, le développement de la production locale. Ça a un nom, j'ai oublié le nom. Caravane, par exemple, la question de caravane. Vous imaginez que si on avait donné au corps du génie qui existait, à l'embryon de ce corps du génie qui existait au ministère de la Défense, la responsabilité d'assurer justement, de porter ce projet, j'imagine que ce projet serait aujourd'hui une réussite. Un auditeur vous fait dire que l'armée peut aussi intervenir en cas de guerre civile. Oui, parce que la guerre civile, c'est un trouble interne majeur. En cas de trouble interne majeur, guerre civile, émeute, ou encore risque d'insurrection, eh bien, on peut recourir à l'armée. Mais sauf que... C'est quand la police est dépassée? Non, sauf que on va recourir à l'armée en respectant un ensemble de conditions. La première condition, vous voyez qu'on parle de troubles majeurs. Donc, c'est une situation exceptionnelle. C'est la première condition. L'armée peut intervenir lorsqu'il y a une situation exceptionnelle. La situation exceptionnelle ne doit pas être une situation quotidienne dans la vie de l'État. C'est une situation exceptionnelle. Maintenant, la deuxième condition, c'est que l'armée pourrait intervenir à travers un acte d'habilitation signé par le président et co-signé par le Parlement, qui autorise l'armée à intervenir. La troisième condition, c'est que l'armée ne peut intervenir, l'intervention de l'armée est limitée dans l'espace et dans le temps. Donc c'est pour vous dire que l'armée n'a pas pour vocation d'intervenir quotidiennement, de manière permanente sur le territoire haïtien. Si c'est le Cap haïtien qui a un problème,
eh bien, l'intervention, le déploiement des forces armées se fera au Cap-Haïtien. La Port-au-Prince et les autres départements seront épargnés. Dans l'espace et dans le temps. On pourrait dire qu'on va déployer l'armée pour un mois. Pourquoi? Parce que le déploiement de l'armée dans les villes ne correspond pas au statut de l'État, au statut civil de la société. Parce que le déploiement des forces militaires, le militaire est voyant, bruyant et dérangeant. Il n'est pas bon pour le citoyen d'être exposé à ces genres de situations au quotidien. Voilà pourquoi que les militaires doivent rester dans leur caserne. Je n'ai pas trop bien compris. Vous avez dit que le militaire est dérangeant. Oui, le déploiement des forces militaires dans une ville est dérangeant et bruyant. C'est-à-dire que, écoute, ça ne correspond pas à la vie civile, à la société qui est civile. Voilà pourquoi on doit tout faire pour ne pas exposer le citoyen à ces genres de dérangements. Les militaires, depuis la Rome antique, doivent rester. D'ailleurs, les militaires, les légions romaines, devaient rester en dehors des portes de Rome. Ce n'est qu'avec Jules César qu'on est venu avec la doctrine prétorienne, parce que Jules César, voulant se protéger, il a fait intervenir ses légions à Rome. Et puis depuis lors, le désordre a commencé à Rome. Professeur Boyard, on va observer la pause. Au retour, on va essayer de parler des problèmes de sécurité auxquels on fait face actuellement. Et à quel moment, par exemple, on peut penser à l'armée, si c'est le cas. Et puis, il y a une information qui circule depuis quelque temps, puisque vous parliez tantôt d'intervention possible de l'armée en cas de catastrophe. On nous a signalé un cas d'Ebola dans la Caraïbe. Risque imminent pour Haïti. Le professeur que vous êtes a une idée d'Ebola, de ce que c'est. Comme épidémie, comme risque d'épidémie. Comme risque d'épidémie. On verra tout cela. Évidemment, j'aurais préféré m'adresser à un responsable du ministère de la Santé publique pour savoir est-ce qu'on est au courant de cette menace qui plane sur nous. Et justement, puisqu'on parlait de menaces, que faire aujourd'hui et actuellement. Et puis très certainement, on revient avec la question de gangs armés qui se multiplient aujourd'hui dans le pays. On estime à environ 93 le nombre de réseaux de malfaiteurs qui fonctionnent à travers le pays. Est-ce qu'on peut penser à l'armée en pareille circonstance? Mais ces questions-là vous sont posées tout de suite, après la pause, le professeur Boyard. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, spécialiste en sécurité, professeur d'université, James Boyard. Merci de l'intérêt. À tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading MSC Trading, c'est plus pour moins. et la BNC. Le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Bienvenue, madame, monsieur, dans la deuxième partie de la rubrique Le Point de Métropole. Notre invité ce matin, le professeur James Boyard. On parle sécurité, on parle de l'armée, on parle de la sécurité. Merci, madame, monsieur, d'être resté fidèle. Avant posant, nous avons évoqué un point de capacité extrêmement important qui c'est une menace. Et évidemment, nous avons fait quelques essais pour nous responsables du ministère de la Santé publique pour dire nous d'abord est-ce que au courant? Si oui, est-ce qu'il y a une possibilité, est-ce qu'il y a une mesure de prévention? Alors, pour précision, que l'auditeur au Tarémin, c'est en Guyane française que rejoignent un cas d'Ebola. Et quand nous connaissons qu'il y a un pile migrant, en estimant à 25 000 Haïtiens qui là-bas, donc risque là, exister. Donc maintenant, est-ce que le ministère de la Santé publique est au courant? Est-ce qu'il y a des mesures qu'on entend prendre pour éviter la propagation rapide de cette maladie chez nous en Haïti? Nous déjà chargés avec problème. Déjà. Maintenant, on retourne avec, et de toute façon, si possible, même avant l'émission finie, si nous sommes capables de nous responsables, ce serait donc avec plaisir. Bon, oui,
Merci. C'est possible, on a trouvé quelqu'un. Docteur Timothée, bonjour. Bonjour Wendell, comment ça va? Merci, ça va bien, docteur. Merci parce que vous êtes disponible pour nous. Et là, nous n'avons pas laissé nous à épidémiologiste que hier. Il y a aussi allé nous que gagné un cas d'Ebola dans la Caraïbe. Et quand nous connaissons que, particulièrement en Guyane, il y a pile haïtien là-bas. Ça nous doit faire comment nous-mêmes nous devons réagir en Haïti? Bon, c'est que il y a un cas d'Ebola dans la Caraïbe, qui est une zone que nous avons pile réaction, nous contacts commerciaux, des voyages, et puis en pile le bain, nous partageons ensemble, culture, etc. Donc ça, c'est déjà en sonnette d'alarme pour que la direction d'épidémiologie et de recherche dans le ministère a commencé et préparer. Préparer, c'est-à-dire que veiller à ce que n'importe quelle manifestation qui a gagné en termes de signes cliniques d'Ebola pour commencer à alerter la population en tout. Mais il faut dire que le ministère a déjà un plan, et était déjà un plan depuis quelque temps pour si Ebola a venu rentrer dans le pays d'Haïti. Naturellement, ça ne veut pas dire que les cas, parce que les cas importés, les cas sortis, parce qu'il y a un rapport en pile avec les pays d'Afrique et Caraïbes là. Donc, premièrement, là, qui vous faites au niveau Caraïbes là même, au niveau que zone, que pourquoi l'article là, mais au niveau que zone là, que le paraît là, il faut que sorte de cordon sanitaire, des recherches qui peuvent faire pour circonscrire là, déjà dans la Caraïbes là. Mais maintenant, concernant Haïti, il faut que la direction d'épidémiologie qui commence à réactiver le système de vigilance et le système de surveillance épidémiologique de telle sorte que, premièrement, sensibiliser la population, et premièrement, deuxièmement, prendre les mesures épidémiologiques qui vous permettent que les parer à toute éventualité. Mais pour l'instant, l'information que j'ai, même si pourquoi là, c'est pas en situation qui engendre une sorte de panique, mais il faut se préparer à toute éventualité. Comment maladie ça manifesté, docteur? Bon, Ebola, il est fièvre là-dedans. Ouais. Et puis, le virus là, lui-même, il est caractérisé par une grande diarrhée, puis il y a des hémorragies qu'on fait, et puis avec un état de déshydratation marqué, et lui-même, les rentrées sur vous, on voit que le monde n'a pas de toute énergie, pas de toute force. Et donc, il y a non seulement il fièvre là, mais il est accompagné d'hémorragie et tout. Ouais. Et puis, il fait que on peut diarrhée qui vient arriver, qui perd de poids, et puis maintenant il a attaqué des organes vitaux, comme le foie, il a attaqué l'intestin, qui fait que le monde là, il n'est pas capable de résister. Naturellement, il y a un traitement pour Ebola, et maintenant, l'on fait traitement Ebola pour exposer le personnel de santé à tout. Parce que lui-même, sont maladies tellement qui capent transmettre rapidement, surtout à personnel soignant. Donc, il y a des dispositions qui peuvent prendre avant et force ton personnel qui est bien soigné, qui voit être malade parce que au cap les soigner et puis maintenant au cap même tout, au vient atteindre de maladie. Et on dit qu'il y a un traitement. Oui. Il y a un traitement pour maladie Ebola, mais maintenant, il y a un traitement, lui-même, il faut que vous essayez de réhydrater les gens rapidement, et vous essayez maintenant, et mettez-vous en quarantaine, il faut mettre en quarantaine de toute façon. Mais les Ebola viennent en phase épidémique, c'est-à-dire que tout le monde laisse à de grandes mesures de mise en quarantaine, comme je disais, vous-même, et vous avez des vêtements spéciaux, des façons de vous désinfecter toute zone là. Donc, sans rentrer dans des détails, mais quand même, sans qui monter en pile expertise et puis monter tout en pile discipline, parce que souvent qu'il y a discipline dans le soin ou même qui personnel de soin en caractère. Mode de transmission moustique? Et alors, fièvre Ebola lui-même, il transmet exactement de cette façon, mais maintenant, on voit que il transmet d'individu à individu à travers une série de substances corporelles, d'ado, à travers transpiration, les crachat, transpiration, les salives,
et ni touché pour la capitale touché. Donc, c'est comme ça qu'elle transmet. C'est plutôt d'individu à l'individu. Même moustique pas qu'à bailler. Vous connaissez que j'aime qu'il baille vraiment. C'est son virus qu'elle dit. Ouais, son virus qu'elle dit. Et il n'est pas même genre, il pas transporté même genre avec les malaria, même genre. Il peut se transporter et tant qu'on a du choléra. Ouais. C'est une sorte de virus au niveau de la nature. Et d'ordinaire, c'est de population qui est affectée. Et il y a un voisinage entre les frontières qui va permettre au Google. Et voyage qui va faire au Cap. Au moins qui se fait dans une zone qui est Ebola, On a une question, docteur. Période d'incubation, c'est 3 jours, 4 jours? Période d'incubation est très rapide. Il varie dans une zone épidémique, il va entre 3 à 10 jours. Entre 3 à 10 jours. Ok. Et l'anéanti moun rapide tout? Rapide parce que non seulement il attaque les organes vitaux, mais maintenant, on a des inflammations marquées pour une grande fièvre et pour une anémie qui sévère. Et d'ordinaire, c'est ça qui fait le virus de fièvre hémorragique là. Donc là, ça, on va aller rapidement. Si pas une mesure qui prend pour, premièrement, réhydrater rapidement et reparler tout élément qui peut faire que l'anémie corriger. Troisièmement, faire assainissement zone là, faire désinfection zone là, mettre en quarantaine et éviter que pas des pertes collatérales, c'est-à-dire que nous avons soigné et par rapide visiter. Docteur Timothée, merci infiniment. Comme toujours, on met disponible pour Métropole chaque fois qu'il y a des problèmes comme ça qui sont annoncés. Et dans tout le monde qui prend note sur ce qu'on dit là, moi je remercie personnellement. Je vous souhaite passer une bonne journée, docteur Timothée. Merci beaucoup et bonne journée. Bonne journée. Voilà, et au moins on a été utile. En plus, oui, en plus de l'information qu'on a baillé sur oui. Mais c'est encore une preuve, parce que l'on a parlé de ces risques sanitaires, ils rentrent dans le cadre de la sécurité humaine. Donc, ouais, c'est une preuve que l'on a parlé de sécurité, nous supposons parler de sécurité de manière élargie et non de manière limitée, telle que nous habitués à parler de l'île en Haïti traditionnellement. Parce que l'on a parlé de sécurité de manière élargie, ce n'est pas seule l'armée ou la police qui a intervenu. La preuve, c'est que l'on a parlé de risque d'Ebola. Ce système d'alerte, de mise en quarantaine et de prise en charge, c'est pas seulement, c'est pas la police et l'armée qui peut intervenir au premier chef. Ou qu'à recourir soit à la police, et si l'armée n'a pas existé, ou soit à l'armée, pour renforcer les mesures de quarantaine. Parce que, pas oublier que c'est des populations pour laisser contenu dans l'espace donné, pour éviter de sortir, pour éviter l'autre monde proche de leur famille, rentrer sous eux. Dans le cas ça, c'est la police ou l'armée? Sous pas l'armée, on fait la police, on est obligé de compter sur la discipline policière, et sous l'armée, tant mieux, on peut compter sur la logistique et de l'armée et sur la discipline du soldat. Tant mieux. Mais, alors, je ne sais pas si le docteur a précisé ça. Ce n'est pas Kounia, parce que nous avons risque, nous prenons information que nous avons un risque d'Ebola et dans un pays, dans le Caraïbe, dans la région, que le ministère, que l'État haïtien peut préparer et mesures d'action. Il dit ça, il dit qu'il croit qu'il y a un plan déjà. Voilà. Donc maintenant, il y a des mesures. Il faut insister sur ça. C'est que l'on société qui est responsable, l'État qui est responsable, nous supposons gagner à l'avance des protocoles d'intervention qui prévoient l'ensemble de ces risques à l'avance. Parce que c'est ça, les responsables de l'État. C'est ça qu'ils sont supposés faire. C'est qu'ils sont supposés faire des analyses de risques sur l'ensemble des menaces qui pourraient affecter le pays, auxquelles le pays pourrait s'exposer. Et puis, adopter des mesures d'intervention en prévention à ces risques, et y compris pour des risques sanitaires. On retourne sur ça qui, ok, c'est un problème de sécurité lié, vrai, mais là, nous parlons de sécurité en Haïti, en pile haïtien, en pile haïtien, pas ouais question maladie, il y a plus ouais, on saute dans la rue là, ou aller à la banque, on les tirer sur vous. Il y a plus ouais, jeudi là, camion qui a détourné, que des bandits a détourné, notamment dans la zone du bicentenaire. Là, nous parlons de banditisme, de criminalité, d'insécurité. Je dis, en peu le monde dit, c'est gang.
Ou saute avancer un point là qui est retenu attention, on leur dit que l'armée n'a pas de permission pour intervenir sous territoire, sauf dans des circonstances exceptionnelles, tant que je nous ai dit là tout à l'heure. Est-ce que c'est ça qui expliquait qu'au Brésil, par exemple, tu as gagné, ou bien l'État brésilien n'a pas jamais arrivé à bout de réseaux de gangsters qui gagnaient dans le pays? Est-ce que c'est ça? Mais justement, parce que l'armée est mal outillée pour intervenir contre ces genres de criminalité, pour être efficace. Donc l'armée est mal outillée? L'armée est mal outillée, parce que l'armée n'a pas pour vocation d'intervenir et d'opérer des missions de police. Est-ce qu'on entend quelques commentaires? Mais l'armée peut intervenir à titre de soutien à la police. À la police. Mais est-ce qu'on entend des commentaires qui a fait dans la radio ces derniers temps? Il y a des gens qui ont dit, mais écoutez l'armée, là, ça fait jusqu'à présent, il faut dire un mot ou bien posons action par rapport à l'opération de démantèlement des gangs armés. Bon, d'abord, est-ce que c'est une incompréhension de la mission de l'armée ou bien du rôle de l'armée? C'est une incompréhension, je dirais. C'est une incompréhension liée à notre histoire également par rapport à la présence de l'armée au centre de la politique interne du pays. Moi-même, je pensais que le premier bagage c'est l'État qui vous décide. Là, je dis l'État, c'est le gouvernement qui vous décide. Il peut décider pour l'analyser risque, c'est-à-dire les menaces représentées par ces gangs. Parce qu'on est capable de qualifier une criminalité on est capable de qualifier de deux façons. On est capable d'en suivre l'analyse où on dit c'est encore une criminalité de niveau de sécurité. Encore, on est capable de qualifier que c'est une criminalité de niveau de défense. D'accord? Si c'est une criminalité, donc une insécurité de niveau, une criminalité de niveau de sécurité, eh bien, outils qui pourraient intervenir, c'est la police et les tribunaux de droit commun. Mais sous qualifié comme étant une criminalité de niveau de défense, eh bien, outils qui pourraient intervenir, c'est les forces armées et des tribunaux spéciaux. Vous voyez? Donc, c'est à l'État de définir, de qualifier le niveau de l'insécurité, le niveau de la criminalité. Maintenant, est-ce que, souvent d'un point de vue par rapport à ça, moi, je dis que ce niveau de criminalité est gérable par la police nationale. Il suffit qu'on baille la police là moyen pour ça. Le problème, c'est que la police n'est pas suffisamment outillée pour intervenir efficacement contre les gangs. Ça, c'est une première chose. La police n'est pas suffisamment outillée du point de vue matériel, d'accord, pour intervenir. Parce que pour intervenir, il faut aux unités de terrain, aux unités de police, des camions, des tanks, d'accord. Et il faut à ces unités de police un certain type d'armement. Il faut peut-être intervenir à travers des services de renseignement à la fois opérationnels, tactiques et stratégiques. Donc, il faut des fonds de renseignement, ce qui n'existe pas. D'accord? Il faut un certain engagement financier de l'État en faveur de la police pour permettre à la police d'intervenir efficacement. Ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point encore plus grave, c'est que pour nous capables d'une solution définitive ou encore une solution durable à cette gangstérisation, à cette criminalisation de certaines zones, et au niveau de la capitale notamment, eh bien, il faut capable de lutter contre ce que j'appelle la main invisible de la politique. La main invisible de la politique. La main invisible de l'insécurité. La main politique invisible de l'insécurité. Parce qu'il y a des acteurs politiques, des acteurs économiques qui agissent dans l'ombre et qui instrumentalisent justement ces gangs. C'est eux qui alimentent en armes, c'est eux qui alimentent en argent, c'est eux qui alimentent en toutes sortes de matériel. Donc vous voyez, donc ce qui fait que sous pas arriver neutraliser ces mains invisibles de l'insécurité, eh bien, vous êtes capable de toujours intervenir à l'aval, alors qu'à l'amont, rien n'est fait. Vous voyez? Donc c'est une décision politique que l'État doit prendre, dans les deux côtés. D'abord, l'État doit s'engager à s'investir davantage dans les renseignements de la PNH, doit s'investir davantage dans l'acquisition d'équipements appropriés pour les unités de terrain, d'accord? Et puis, de l'autre côté, l'État doit intervenir auprès de ces secteurs politiques, même si ce sont des secteurs politiques
proches ou pas aux gens qui gouvernent, eh bien, les responsables de l'État doivent s'engager à neutraliser ces mêmes politiques invisibles. Est-ce que c'est qu'on est là, par exemple, pour responsable de l'État, responsable yo qui est dans tête de l'État, tu as commencé à réfléchir ou bien même inviter des gens qui connaissent, qui ont connaissance et expérience dans le domaine là, pour commencer à chita sous doctrine de l'armée. Est-ce que c'est qu'on est là? Parce que jusque-là, on peut parler d'embryon de l'armée, non? Il y a encore du temps. Alors l'idéal serait qu'on puisse réfléchir sur la question de la doctrine d'emploi de l'armée avant le recrutement, avant le rétablissement des forces armées. Maintenant que c'est fait, il y a encore du temps pour procéder ainsi. Eh bien, le moment est venu de rattraper cela. Donc, le gouvernement, s'il est intéressé vraiment, s'il veut porter ce projet jusqu'à terme, eh bien, le gouvernement a tout intérêt à réunir des experts, mais des vrais. Hein. C'est parce qu'il y a des usurpateurs, le plus souvent. Et seule capacité, c'est plus audacieux que d'autres, ils parlent plus fort, ils plus bruyants. Vous voyez, et puis il y a un carnet d'adresse très riche qui fait qu'on connaît tout le monde. Ils dans toutes les coulisses, dans tous les couloirs. Mais c'est des vrais, c'est des personnes ressources qui maîtrisent la question de défense, la question de doctrine militaire. Il y a un citoyen, pas n'importe qui était fait connaître récemment que dans tout pays sérieux, ce n'est pas la police qui gagne contrôle, commande armes et munitions, c'est l'armée. Bon, nous souffrons pile de temps sans l'armée. Est-ce que mission ça a de retourner à la jeune l'armée? Mission ça a été toujours pour l'armée. Oui, mais nous pas de l'armée. Oui, mais c'est parce que nous pas de l'armée qui fait la police, qui était fait comme la seule force publique, la seule force de sécurité. D'accord? Mais et dans le pays, il y a tous les deux. Ça qui passe, l'armée commandée et puis le voyez, on partit à la police, qui reste là ou non, bien? parce que dans toutes les sociétés, il y a des catégories d'hommes. D'ailleurs, j'ai travaillé sur cette proposition de loi présentée par le sénateur Sénatus au Parlement sur le contrôle et la commercialisation des armes. C'est moi-même qui ai travaillé sur cette proposition de loi. Écoutez, il y a plusieurs catégories d'armes. Il y a des armes de guerre, d'accord, et puis qui sont prohibées à des forces autres que l'armée. D'accord? Et puis il y a des armes régulières telles que pistolets, revolvers, etc. D'accord? Donc ce qui fait que l'armée commandée, eh bien, l'armée commandée à travers des réquisitions qui sont faites par des institutions de la société, de l'État, eh bien, quand il y a les réquisitions viennent, si réquisitions régulières, eh bien, l'armée a passé commande là et maintenant l'armée va stocker cette commande et c'est à l'armée de faire la distribution et pour les armes régulières, régulièrement commandées. D'accord? Les armes qui ne sont pas prohibées. S'il y a des armes prohibées, eh bien, l'armée va les stocker, va les garder. D'accord? Cependant, il y a des fois où, pour des situations d'urgence, pour des situations exceptionnelles, on permet à certaines unités de police d'utiliser des armes de guerre aussi. Mais l'utilisation des armes de guerre par des unités de police ne peut pas être une situation permanente, ne peut pas être une situation normale. C'est une situation exceptionnelle. Mais le problème, c'est que avec le niveau d'armement de ces gangs, on est obligé de fournir ces unités en armement de guerre pour pouvoir répondre mieux efficacement à cette violence urbaine, à cette violence des gangs. Il y a deux documents de référence, Vision et Orientation et le livre blanc. Est-ce que vous lisez? Et moi-même, j'ai eu la chance d'être de conseiller et le ministère de la Défense, autant du ministre Joisil et du ministre Renaud, au début même de ce projet de réactivation des forces armées. Donc, je faisais partie de ce petit groupe composé aussi par le colonel Rébu, le colonel et il y a d'autres colonels dont j'oublie le nom malheureusement. D'accord. On a travaillé sur le plan d'action sur la question, y compris sur la question de rétablissement de l'armée. Et lorsqu'on réfléchissait au ministère de la Défense, on s'est dit, écoutez,
on va élaborer 2 documents de méthode. Un seul document de méthode, mais en 2 versions. Il y a une version classée secret défense, et il y a une version qui peut être diffusée médiatiquement. La version est classée secret défense, la diffusion serait limitée uniquement au président de la République, au Premier ministre, et éventuellement à la commission police, défense, sécurité au Parlement haïtien, au Sénat et à la Chambre des députés, éventuellement. Pourquoi ce document, cette version était classée secret défense? C'est parce que cette version regroupait les véritables objectifs de l'État haïtien dans le domaine dans le cadre du rétablissement de la reconstitution des forces armées haïtiennes. On était clair là-dessus. On s'est dit, on a expliqué dans le document la vision, notre vision, et les objectifs qu'on souhaite atteindre. Mais sachant que ces objectifs ne sont pas partagés par des ambassades étrangères, donc on s'est dit, on va classer ce document secret défense. On va utiliser médiatiquement une deuxième version qui pourrait être diffusée, mais malheureusement, c'est cette version classée secret défense c'est cette version qui a été exposée, et c'est des parties de cette version qui ont été exposées par les autres administrations qui étaient à la tête de ce ministère, après Renault, après Joisil. Ah bon? Oui, c'est pour cela que j'ai dû intervenir plusieurs fois à l'époque pour dire, écoutez, moi je ne partage pas certaines opinions par rapport au plan de rétablissement de l'armée. Pourquoi? Parce que les ambassades étrangères qui pouvaient nous aider, d'accord, dans le rétablissement de l'armée, étaient contre. On a eu une version plus sympathique, d'accord, où on cachait justement, on a essayé de dissimuler notre objectif de recruter, de former, avec des ressources étrangères, un personnel militaire plus ou moins composé par quelques milliers de jeunes. On a essayé de dissimuler tout ça derrière ce qu'on appelle le service civique mixte obligatoire. Mais malheureusement, au lieu de présenter ce projet qui aurait pu trouver du financement auprès des ambassades étrangères, eh bien, ces administrations ont présenté la version classée secret défense. Voilà pourquoi on en est encore là. Donc, il revient à l'État haïtien de trouver des sources de financement, écoutez, pour financer le projet de rétablissement de l'armée. Et c'est un point essentiel. La question de la doctrine, elle est importante, mais une question encore plus importante, il faut dégager des fonds et sécuriser ces fonds de manière programmatique. Peut-être il faudrait déterminer un nouvel impôt, une nouvelle taxe, mais un nouvel impôt, une nouvelle taxe uniquement pour l'armée. Vous voyez? Il n'y a pas de choix. La Constitution dit police et l'armée. C'est un audit qui dit tout ça. Oui, mais la Constitution dit un paquet de bagages qui ne va jamais arriver et qui ne va jamais appliquer. Moi, je suis d'accord avec la Constitution. Police, l'armée. L'armée est une nécessité. C'est même une nécessité pour un pays comme Haïti. D'accord? Parce que l'armée n'est pas intervenue uniquement dans le sens et par la force uniquement. Eh bien, l'armée a l'autre mission subtile, la mission d'endoctrinement du corps social. Parce que, rappelez-vous que l'armée, c'est l'école du civisme, l'école du patriotisme, par excellence. L'école où se découvrent les valeurs républicaines, telles que les services, et la gratuité des services publics, la solidarité entre les citoyens. Donc, on a besoin justement d'endoctriner, de former les jeunes citoyens dans ces valeurs-là, dans ces valeurs républicaines. Et le fait déjà d'intégrer à travers le service militaire un ensemble de citoyens venant de classes sociales différentes, ce brassage-là, c'est un brassage qui va permettre justement d'améliorer l'état social de la nation en mettant l'accent sur la solidarité.
Vous voyez? Donc l'armée est importante, surtout pour une société comme Haïti. Mais la question qu'on doit se poser, une armée, oui, mais pour quelle mission? Avec quelle doctrine? Merci, professeur. C'est moi qui dois te remercier. C'est un plaisir de t'accueillir sur le plateau de la rubrique Le Point aujourd'hui. Merci infiniment. Je te remercie encore une fois. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le professeur James Boyard était notre invité ce matin. Passez une bonne journée avec nous et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Et le plan épargne BNC, Une assurance pour votre famille et vos employés. Acheter. Le MSC Trading, Wabjun Coblins, Fouagas, Simons, Sablé, Abracol, Elmer, Gerber, plus le MSC Télévision, transformateur, céramique. Oh, le MSC État métallique, toute gamme matériel électrique. Oh, le MSC Trading. Plus d'informations, relais 36 62 08 08. MSC Trading, plus pour moins. Vivez l'expérience BNC. Bienvenue à la BNC. Votre Banque nationale de crédit met à votre disposition ProCrédit pour améliorer la productivité de votre petite ou moyenne entreprise. Avec notre plat épargne retraite, planifiez votre demain aujourd'hui. ATM BNC, Banque nationale crédit Paola. N'importe côté, n'importe qui l'est. La carte BNC, c'est tous les avantages BNC dans une carte. Kaipam, en fait, c'est Kaipao. Et l'agent cash, c'est la BNC à votre portable. BNC, l'expérience au service de toutes les générations.